ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Léa de Travel Cowgirl que j'ai rencontrée tout récemment. Je vous explique. En fait, Léa et moi, on est toutes les deux invitées au sommet de l'investissement organisé par Katia Finance qui a lieu du 9 au 13 octobre. Et c'est dans ces circonstances qu'on s'est rencontrés de façon virtuelle et je me suis dit c'est génial, elle a fait de l'immobilier, j'ai absolument envie de savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion pour l'inviter sur le podcast pour qu'elle nous détaille tout son parcours. Donc, c'est parti, place à l'épisode. Salut Léa, comment ça va? Hello Dorine, bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Je suis ravie de t'avoir. Je suis ravie d'apprendre à connaître de nouveaux investisseurs et investisseuses au fur et à mesure de ce podcast. Donc, je suis ravie. Je ne sais, alors je le dis tout de suite à l'audience, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Je sais juste qu'elle a fait de l'IMO, mais ça va être la découverte totale en même temps que vous quand vous allez m'écouter. Donc, c'est super. Du coup, comme il y en est de la tradition maintenant sur ce podcast, moi, je repars dans l'enfance. Léa, donc prépare-toi. Ok, vas-y, go. On n'a rien préparé de toute façon, donc ça va être freestyle, vas-y. J'ai envie de savoir déjà d'où tu viens, dans quel genre de famille quand tu étais enfant, voilà, ton contexte de départ pour que les gens, voilà, je trouve ça important. Alors peut-être que tu es né d'une famille hyper riche, hyper aisée, et c'est très bien aussi, hein, mais J'aurais bien aimé, mais pas du tout. Ouais, ok. mais j'ai envie que les gens ils s'identifient et puis qu'ils voient que en fait, tous les profils que j'interviewe sont hyper variés et viennent d'horizons différents. Donc c'est tout l'intérêt de faire ce petit passage dans l'enfance. Alors Ok. vas-y, je t'écoute. Alors, moi, je suis née dans un petit village à côté de Montpellier, dans lequel j'ai grandi et j'y ai passé vraiment ma première vingtaine, on va dire. Bon, ça fait un petit coup de vieux là, parce que j'en ai 32 là aujourd'hui, mais sur ma première vingtaine. Si je m'intéressais à l'investissement immobilier, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais À genre, cette c'est quoi ton époque-là. contexte? Par exemple, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Quelle était Ok. ton ambiance familiale? Tu vois? Ok. Alors, ma mère, elle a fait plein de boulots différents. Elle était un coup cadre, un coup, elle vendait aussi des magazines. En fait, elle se lassait très rapidement, en général, des endroits où elle était parce qu'elle aimait créer, elle avait énormément d'énergie, etc. Donc, elle changeait de boulot tout le temps. Donc, je ne peux pas te dire de quelle période à quelle période elle faisait quoi parce qu'elle changeait tout le temps. Dès qu'elle en avait marre ou dès qu'il y a un patron la saoulait, bam, elle se barrait. Donc, du coup, je ne sais pas tout ce qu'elle a fait, mais elle en a fait un paquet. Mais ça bougeait quand même pas mal. Et mon père, il est prof de tennis depuis toujours. Donc, j'étais pas dans un contexte vraiment aisé. Après, j'ai jamais eu à me plaindre non plus dans le sens où on n'était pas à la rue, etc. Mais par exemple, on partait pas forcément en vacances, on voyageait pas. Je me rappelle que ma mère, elle faisait très attention aux finances. Depuis que je suis tout petite, en fait, elle faisait très, très attention parce qu'elle-même, en fait, elle en avait souffert pour le coup. Et du coup, elle faisait vraiment très, très attention. Donc, dès qu'elle faisait les courses, c'était un seul paquet de gâteaux pour jusqu'aux prochaines courses. Enfin, tu vois, c'était vraiment très voilà. Enfin, je sais pas le mot pour ça. Rationaliser, mais c'est pas ce mot-là. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais voilà, elle faisait vraiment hyper gaffe à tout. Et en fait, ça m'a, je pense, inculqué un peu le stress de l'argent. Que l'argent, c'est stressant, ça fait peur. Dès qu'on en a, vite, il faut acheter un truc avec, tu vois, etc. Donc, ça, c'est encore un gros travail de rapport à l'argent dont je me suis rendu compte bien. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire vite, faut acheter un truc avec. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans le sens où tu n'avais pas la vision de quelqu'un qui faisait beaucoup d'économies et qui arrivait à les garder non plus, quoi. Ouais, clairement. En fait, j'avais l'impression qu'on était toujours sur le fil, quoi. Qu'on était toujours en galère parce que c'était la perception de ma mère à cette époque qui a fait de son mieux, évidemment, hein, mais voilà, qui nous parlait de ça. Et j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec mon père qui m'a dit, non, mais pas du tout, ça allait très bien. Donc, du coup, je dis, mais attends, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que justement, là, je travaille énormément et je l'ai fait beaucoup en devenant entrepreneur, etc., sur le rapport à l'argent, sur pourquoi est-ce que j'ai peur de gagner beaucoup d'argent. Enfin, j'avais peur, en tout cas, au passé, de gagner beaucoup d'argent, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup ce rapport-là de dès qu'on en a, attention, ça brûle quoi, ça brûle les doigts, vite faut le dépenser dans quelque chose, on n'en a pas, on n'en a jamais assez, c'est toujours la galère, les riches c'est tous des cons, enfin voilà, tu vois, et tout ce truc là qui était normal, hein, qui était de son expérience à elle et puis de l'expérience du côté de mon papa aussi, puisque du côté de mon papa c'était des communistes,
Alors, ce qui n'a pas du tout été mon éducation après, hein, mais c'était des communistes. Donc, tu sais, c'est dès que tu as de l'argent, tu n'as pas le droit de le garder pour toi. C'est pour la communauté. C'est-à-dire qu'il faut le redistribuer absolument sur la communauté. Tu n'as pas le droit, en fait. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est Satan, quoi. Tu vois, donc je suis partie avec des, sans m'en rendre compte, avec des bagages un peu sympas, mais qui m'ont permis, du coup, de me donner la rage, tu vois, après d'avoir de l'argent et d'être libre et de kiffer ma vie. Et ce qui a permis ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose que ça soit arrivé, quoi. Mais c'est hyper intéressant aussi parce que moi aussi, j'ai des enfants, on n'a pas de problème financier. Et je me rends compte que des fois, je pourrais peut-être dire des phrases qui pourraient avoir un impact sur eux, où ils pourraient croire que, tu vois, financièrement, il y a du stress. Tu vois? Donc, c'est intéressant que toi, tes parents ne l'ont pas peut-être vécu, ce stress. En tout cas, ton père disait que, bah, a priori, il n'y avait pas de raison de stresser. Mais il y avait peut-être des petites phrases ou des petites habitudes ou des petites remarques ou une ambiance qui faisait que, enfin, c'est intéressant même pour les parents là qui nous écoutent, C'est clair. que ça peut quand même avoir un impact, même si on n'a pas de problème financier en soi. Ouais, et puis je vivais, alors on vivait très bien dans le sens où, encore une fois, on n'a pas crevé la dalle, hein, clairement, ça va. Mais c'est simplement qu'il y avait toujours cette peur du manque, cette peur de manquer, parce que le frigo, elle achetait vraiment juste ce qu'il fallait, tu vois, même si on n'avait pas faim, bah, c'était, en plus, elle était à fond dans tout ce qui est bio, naturopathe, etc. à l'époque, donc c'était pas forcément ce qu'on avait envie de manger avec mon frère, donc tu vois. Ça a créé quand même des frustrations à ce niveau-là et c'est complètement OK. Mais bon, on vivait quand même dans un foyer où ça va, ça se passe bien. Mes parents divorçaient beaucoup plus tard quand j'avais 20 ans, un truc comme ça, 19 ou 20 ans. Mais j'ai quand même eu une enfance heureuse. On a quand même eu des chevaux, ce qui coûtait une blinde à l'époque, que je me rendais pas compte du tout. Mais voilà, on a quand même eu pas mal de choses. On avait une piscine, donc ça va en fait, tu vois. Mais moi, j'ai eu une perception de oh, mon Dieu, on est dans la merde tout le temps, tu vois. Désolée, je dis beaucoup de gros mots, mais c'est ma façon de faire. Mais voilà, j'ai eu toujours cette peur de manquer. Puis souvent, j'allais chez mes copains du village qui avaient bah, des encore plus grosses maisons avec les placards remplis de gâteaux. Moi, je me rappelle de cette abondance qu'il y avait chez mes amis, tu vois, où des grosses voitures, des choses comme ça. Enfin, c'est bête, hein, mais je me disais, ah, mais nous, en fait, on est pauvres. Alors qu'en fait, on n'était pas pauvres. Mais c'est la perception vraiment que j'ai eue dans le monde dans lequel j'ai grandi, quoi. Ah non, mais c'est hyper intéressant. Il faudrait que je trouve un jour un psychologue à interviewer spécialiste sur les Mm, petites phrases qu'on peut dire à ses enfants quand on est jeune. c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Donc du coup, ok, donc je comprends bien ton milieu. Au terme d'études et intérêts, là, comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu fais comme études? Tu te dis quoi pour plus tard? Alors, au début, je savais pas vraiment. Et en fait, quand j'avais 14 ans, bah, alors moi, je monte à cheval depuis, d'où le nom de Travel Cowgirl d'ailleurs. Je monte à cheval depuis que je suis née quasiment. Alors que mes parents sont pas du tout là-dedans pour le coup, mais bon, j'étais là-dedans tout de suite. Et en fait, quand j'avais 14 ans, il y a un de mes chevaux qui s'est échappé parce que des chasseurs ont coupé en fait les clôtures. Il s'est échappé sur la route, il a pris une voiture. Il n'est pas mort sur le coup, mais c'est un ostéo en fait qui l'a sauvé parce que tous les vétos avaient dit bah on l'abat. Enfin, le cheval est dans un état, c'est pas possible. C'est un ostéopathe qui l'a sauvé. Donc, à partir de mes 14 ans, je me suis dit, OK, il l'a sauvé du coup. Et ben, en fait, moi, je vais faire ostéopathe. Ça a l'air vachement bien. On sauve les animaux et en plus, t'es payé pour ça. C'est incroyable. Donc, du coup, j'ai fait. Alors, après, je suis plus partie sur ostéo parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et voilà, c'est un peu dans les normes d'aller voir son ostéo, tu vois, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, je suis devenue kiné. Donc, j'ai fait des études de kiné, j'ai fait un bac S, des études de kiné en mode je vais être kiné en fait. Et il n'y avait pas de plan B. C'est un plan A et le reste ne m'intéresse pas. Mais alors, kiné pour des humains ou kiné pour des animaux? Alors, j'ai eu ma période pour les chevaux et après, je me suis dit, mais en fait, j'en ai parlé avec énormément de kinés équins, de kinés tout court, etc. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de marché, un gros marché à l'époque, il n'y avait pas assez de travail, entre guillemets, pour les kinés équins qui n'étaient pas encore assez reconnus, etc. Et je me suis dit, si je mélange ma passion et mon travail, ça va pas bien se passer. Ma mère n'arrêtait pas de me répéter, Léa, fais attention parce que si tu pars dans le milieu des chevaux, après, tu vas être écœurée, etc. Et j'en avais parlé à plein d'ostéo équins qui m'avaient dit, bah ouais, en fait, moi, j'ai même plus envie de monter à cheval quand je rentre à la maison parce que je suis fatiguée. C'est peut-être pas le cas de tous les ostéo-équins, s'il y en a qui nous écoutent, évidemment, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué à l'époque et je me suis dit, OK, en fait, faut pas que je parte là-dedans. Alors, ça se trouve, ils avaient juste dit ça pour pas que je fasse concurrence un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis pas partie là-dedans et je suis partie sur kiné humain en me disant, je vais d'abord faire quelque chose de solide. Tu vois, j'avais déjà ce truc-là de, OK, d'abord la sécurité, ensuite les trucs un peu extravagants. Donc, on part sur le kiné humain où je sais que j'ai du travail, etc. Et ensuite, je ferai kiné ou ostéo pour les chevaux dans un second temps, quoi. Et tu penses du coup que elle est bien cette croyance de penser qu'il ne faut pas travailler dans sa passion, ou est-ce que tu penses que finalement c'était une croyance que tu avais au départ? Je pense qu'à long terme, de toute façon, on y revient. Enfin, les gens qui osent passer à l'action y reviennent et trouvent un taf qui finalement les épanouit à fond, etc. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai un métier qui me permet de kiffer et que j'adore, mais ma passion prioritaire, c'est les chevaux. Donc aujourd'hui, je suis pas non plus dans les chevaux, mais j'achète quand même un ranch l'année prochaine. Mais je pense quand même
et les parents ont quand même raison là-dessus, tu vois. Même si on a beau dire, ouais, écoute pas tes parents qui veulent que tu fasses des études et tout. Ouais, ben, en attendant, ça te crée quand même de la sécurité parce que moi, je suis devenue kiné. Ça m'a permis de me donner une sacrée sécurité financière et de trouver du taf hyper facilement. Pour ensuite me poser des questions existentielles de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Oui, non. Bon, bah, si c'est non, ok, bah, heureusement que j'ai fait kiné parce que ça m'a permis d'investir dans l'immobilier, ce qui va me permettre d'acheter mon ranch, etc., etc. Tu vois, donc bon, on en parlera tout à l'heure peut-être de tout ça. Mais je pense quand même que les parents, ils veulent nous protéger et nous donner de la sécurité. Et malgré tout, bah, c'est quand même important. Voilà, c'est quand même important. Et je pense que quand on est jeune, on se dit, ouais, ma mère, elle veut que je devienne médecin, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, à moins de détester comment dire, l'univers dans lequel veulent t'envoyer tes parents, bon, ok, moi, c'était pas mon cas. À kiné, j'avais vachement envie d'y aller. J'ai adoré ce métier. C'est juste que ça m'apportait pas la liberté que je voulais après. Mais je pense que c'est quand même important d'écouter tes parents quand tu es jeune et de faire en tout cas un métier où tu es sûr que tu vas quand même kiffer, même si tu n'es pas à fond, si tu n'es pas au max, tu vas quand même kiffer et ça te permet d'avoir un peu de temps ou d'argent pour faire des choses qui comptent plus pour toi et peut-être virer ça dans un second temps, quoi. Ok, donc là, j'en suis à... T'as la vingtaine, j'imagine, tu fais tes études de kiné, et là, Ouais. tu commences donc à bosser en tant que kiné? Ouais, alors j'ai été diplômée assez jeune, j'ai eu mon concours du premier coup, je ne sais pas comment, mais bon, par miracle en tout cas, c'était cool, parce que c'est un concours qui est assez compliqué, enfin en tout cas au moment où je le passais, c'était assez compliqué, il y avait très peu de place. Et donc à 22 ans, je suis diplômée, donc très jeune en fait, parce qu'aujourd'hui, bah, les gens sont quand même plutôt diplômés à 25-26 ans, tu vois, et du coup, tu as quand même un peu plus de bagou, tu vois, t'es un peu plus mature, on va dire. Donc je suis diplômée à 22 ans en mode, ça y est, trop bien, j'ai fait ce métier bah, pour aider les autres, donc que ce soit les animaux, les gens, mais en tout cas déjà les gens. Ça va me permettre en plus d'avoir des thunes, parce qu'on m'a dit qu'en kiné, on gagnait plein d'argent. Et donc, je vais pouvoir voyager et kiffer et tout. Et là, il y a 3 ans qui se passent et c'est la désillusion totale de ma vie où je me retrouve en fait. Bon, en plus, à l'époque, je me fais larguer. En même temps, j'ai un gros accident. Bah, d'ailleurs, celui qui m'enlève la mémoire instantanée, enfin, qui m'a enlevé la mémoire instantanée. Un trauma crânien avec un de mes chevaux et tout ça. Enfin, la grosse désillusion où ben, finalement, j'avais fait ça pour être libre et kiffer. Je m'étais dit, je vais pouvoir aller partout. Et puis en fait, non, je suis. Alors évidemment, j'étais dans un cabinet où ça se passait pas bien du tout, sinon c'est pas drôle. Tous les cabinets de kiné sont pas du tout comme ça, heureusement. Mais je suis dans un cabinet où ça se passe pas bien. Je travaille en ville, j'ai pas le temps de monter mon cheval. Quand j'ai le temps de le monter, ben c'est un jeune cheval et donc du coup j'ai eu l'argent pour l'acheter, mais j'ai pas le temps de le monter et donc du coup je finis par avoir un accident et finir dans un mur. J'ai vraiment eu la tête dans un mur pour le coup, vraiment. Donc trauma crânien, etc. Et là je passe au bout de 3 ans par un burn-out, donc par cet accident, le fait de me faire larguer, enfin la totale, tu vois, la vie pourrie, vraiment genre tu te dis, je comprends pas, j'ai 25 ans, la vie elle avait l'air vachement cool et en fait c'est horrible quoi. Genre qu'est-ce que je fous là? Tu payes un crédit pour payer la voiture qui te sert à aller bosser pour rembourser ton crédit. Enfin, il y a un moment où je me dis, il y a un truc qui tourne pas rond, ça va pas. Et heureusement, j'ai ce gros accident à cheval. Je dis heureusement parce qu'à l'époque, évidemment, je ne l'ai pas vécu comme ça, c'était horrible. Mais je le dis heureusement avec le recul parce que je passe 2 semaines allongée avec une double sciatique paralysante. Donc, en gros, les deux jambes qui peuvent pas bouger parce que tu as une sciatique et ça te fait extrêmement mal au dos, etc. Allongée comme ça chez moi, toute seule, à pas pouvoir lire et ni regarder la télé parce que j'ai un trauma crânien, donc j'ai une bosse sur la tête. Enfin bref, l'enfer. Et ça se voit encore un petit peu ici, mais bon, vous le verrez peut-être dans la vidéo. Et là, je me dis, ben, en fait, quel est le sens de ma vie? Tu vois, en plus, je suis en burn-out, donc la totale. Et je me dis, bah, moi, je veux vivre pour monter à cheval. Il n'y a que ça qui m'intéresse, voyager et puis monter à cheval, quoi. Bah, comment je peux faire ça? Bah, clairement pas en faisant le métier de kiné, puisque bah, je bosse pour payer mes factures. En fait, là, c'est vraiment la boucle infernale qui s'arrête jamais. Tu as l'URSSAF, la Carpico, tu as plein de choses à payer, etc. Attends, j'avais des questions vite fait encore. Pardon, vas-y. Là, Désolée. je peux en parler 2 heures. Vas-y, arrête-moi. Parce qu'en fait, quand tu disais que tu t'es installée en tant que kiné, du coup, t'es allé louer un local dans un cabinet médical, c'est ça? Comment t'as fait? T'es Non, pas passé du tout. salarié? T'as- Non, le principe, alors j'ai jamais été salariée comme kiné, ça c'est quand tu es à l'hôpital, tu peux. Moi, j'ai jamais voulu travailler à l'hôpital, je voulais être libérale pour faire déjà gérer mes horaires, etc. Et ce qui se fait en général, c'est que la plupart du temps, quand tu viens d'être diplômé, tu vas faire des remplacements pour apprendre un max, voir ce qui te plaît pas, voyager un peu, etc. Aller sur les îles remplacer, etc. Là, j'ai notamment bossé en Corse et tout ça. Donc c'est un peu ce qui se fait, et c'est ce que j'ai fait en gros les 2 premières années. Et puis la troisième année, là, je m'étais plus ou moins installée à Montpellier. Donc en tant qu'assistante d'un kiné. Ça veut simplement dire que tu fais le même boulot, sauf que tu lui payes une rétrocession tous les mois, quoi. Et Ok, c'est là que ça a commencé à partir en live dans ma tête. ok. Donc là, ok, donc c'était juste pour comprendre. Et du coup, juste avant, c'était pour voir, tu t'étais en train de dire que tu étais allongée sur ton lit Mm. d'hôpital, en train de réfléchir à ce que tu allais faire. Et du coup, là, c'est quoi là qu'est-ce que tu décides alors? Alors, pour le coup, je suis plus à l'hôpital. Enfin, j'ai été à l'hôpital au début, mais après, je reste vraiment chez moi toute seule.
En plus, tous mes potes bossent. Enfin, je suis vraiment toute seule. Tu vois, je suis vraiment toute seule. Et là, il y a cette grosse remise en question. Je me rappelle, je suis allongée dans mon lit et je regarde mon dressing et je sens le vide autour de moi. Alors, pour les gens qui ont déjà vécu des dépressions ou des burn-out, je ne sais pas si c'est ton cas, c'est une sensation qui est inexplicable et qui est pour moi la plus grosse douleur que j'ai vécue. Pourtant, après, je me suis fracassé le genou. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Hein. Je me suis fait mal de plein de façons différentes. Mais ça, pour moi, ça a été vraiment la pire douleur qui existe. C'est en fait le fait de ne pas comprendre le sens de ta vie, en fait. De vraiment pas comprendre. Et d'avoir tout fait pour arriver là où on t'a dit qu'il fallait. Donc, il faut faire des études, il faut avoir un boulot, il faut t'acheter une voiture, il faut te mettre en couple, il faut avoir ton appart. Enfin, tu vois, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et en fait, je kiffe pas du tout, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Et là, donc, il y a cet accident qui me met sans aucune source de distraction pendant 2 semaines. C'est long, 2 semaines. Hein. Quand tu peux pas regarder ton téléphone parce que tu as mal à la tête, tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé. À la rigueur, tu peux écouter de la musique, c'est le seul truc que je faisais. 2 semaines allongé chez toi sans pouvoir bouger, même sortir de chez toi parce que tu peux pas marcher. Franchement, c'est hyper long. Et c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, moi, je voulais passer ma vie à monter à cheval, à kiffer, à voyager. Ben là, je peux pas. Bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Monter à cheval. Ok, comment est-ce que je peux vraiment monter à cheval? Ben, en travaillant dans ce milieu, en fait, j'ai pas le choix parce que sinon, je vais y aller 2 heures tous les samedis et c'est tout ce qui va se passer parce que j'aurai pas le temps de le faire autrement. Et donc là, je décide de tout plaquer. Je me laisse quelques mois, l'histoire de mettre tout en ordre, mais je décide de tout plaquer. Je lâche mon taf. Ça a été un énorme soulagement. Je vends ma voiture, je vends mon cheval de l'époque, je lâche mon appart, enfin, je lâche tout. Et je pars aux États-Unis dresser des chevaux dans les ranchs pendant 2 ans. En mode, je me casse, les gars, je n'en peux plus. Donc, avec évidemment comment dire, bon, ça a été absolument incroyable de vivre aux US, etc. J'ai fait des allers-retours, etc. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande aussi. Mais en tout, ça a duré 2 ans et comme assistant entraîneur, donc en bossant dans les ranchs pour des cow-boys, en fait, en dressant les chevaux. Voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si tu as des questions sur cette Ah partie-là, non, mais sinon je peux parler de 2 heures. c'est extraordinaire. Et du coup, t'as dit, ouais, donc en gros, c'est gros revirement de situation. Je me dis que ce que tu as vécu, c'est peut-être un peu parce que j'ai des potes là j'ai un pote notamment qui a fait ça, une sorte de retraite. Ils appellent ça les retraites sans téléphone, sans lecture, sans parole. Ils parlent pas, ils bougent pas, je sais pas Ouais, quoi. J'ai les une retraites de copine aussi qui a silence. fait ça, ouais, les retraites de silence. Et en fait, Ouais, c'était ouais. ta retraite de silence de 2 semaines et Ouais. apparemment, tu ressors transformée de ce genre de truc. Ah ouais, c'était incroyable. Bon, c'était pas très agréable. Hein. Et C'était puis pas vraiment voulu, mais. là, j'en parle voilà, en ayant des étoiles dans les yeux, j'ai vécu un truc de ouf et tout. Mais à l'époque, t'es juste chez toi, tout seul. Et puis, t'es au bout de ta vie en te disant, je vais partir aux US. Je parle pas anglais. Ah oui, parce que je parlais pas anglais avant de partir, en passant. C'est pour ça que je me suis laissé quelques mois pour apprendre un peu l'anglais, tu vois, dans des livres, en regardant des séries. Enfin, franchement, je l'ai fait vraiment en freestyle. En me disant, bon, allez, je me laisse quelques mois. Je crois que l'accident, il était au mois d'avril et je suis partie en septembre, tu vois. Donc, je m'étais laissé quelques mois pour dire, OK, je mets un peu des thunes de côté pour payer l'URSSAF, les trucs que je dois, etc., qui vont me tomber dessus, même quand je travaille plus comme kiné, etc. Je vais apprendre l'anglais et puis voilà. Quoi. Enfin, j'ai vraiment fait ça comme ça. Et du coup, alors, donc t'as dit, j'y suis allée 2 ans. Pourquoi t'es rentrée du coup? Enfin, rentrée ou allée ailleurs, je sais pas. Alors, la première fois, j'y suis allée plusieurs mois. Et puis, je me suis dit, c'est cool. Mais enfin, je m'étais dit, je pars quelques mois et je reviens. Au début, je m'étais pas en mode, je pars aux US, vivre aux US. Et en fait, je me suis dit, ça suffit pas. Donc, je vais en Nouvelle-Zélande entre-temps. Et je reviens, je me dis, j'ai trop besoin de repartir, quoi. J'ai vraiment trop besoin de repartir. Et donc, en fait, là, je fais carrément un visa travail, etc. pour partir là-bas en mode, en fait, je pars vivre aux États-Unis. Donc, je pars chez un autre entraîneur encore au Texas cette fois. La première fois, j'étais dans le Dakota du Sud. Et du coup, je vends toutes mes affaires. Je fais j'étais à comment on appelle ça, une brocante avec ma mère. On prend toutes mes affaires, on vend tout. Mais vraiment, on vend tout. On met les fringues chez Emmaüs, les trucs, on vend tout ce que j'ai. Je garde juste mes affaires de cheval. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit moment avant de refaire ma garde-robe parce que je n'avais plus que des affaires de sport pour monter à cheval. Je n'avais plus rien. J'avais décidé de tout plaquer. Donc, je pars aux US. En mode, cette fois, je m'en vais, etc. Et en fait, là, dans le deuxième ranch dans lequel je vais, qui était chez un des meilleurs entraîneurs du monde dans les disciplines que je fais, qui s'appelle le cutting, le K-horse, etc. C'est des disciplines western, parce que moi, je monte en mode western, tu vois, avec un chapeau de cow-boy. Voilà, on fait pas du tout les mêmes disciplines. Je fais pas du saut d'obstacle ou du dressage. C'est pas du tout ce qu'on fait. Si vous voulez aller voir sur mon compte Instagram, vous verrez les trucs chelous qu'on fait. On trie du bétail, on fait du lasso, on s'amuse. Et du coup, je vais chez un des meilleurs cow-boys du monde, enfin en tout cas sur le papier, et puis ça se passe pas forcément bien pour plein de raisons. Je m'aperçois que je suis pas si libre que ça. Tu bosses quand même dans ces ranchs de 5h du matin à 21h, t'as pas de week-end, t'as pas de vacances, t'es payé 1000 à 1500 $, en tout cas, moi c'est ce que j'étais payé à l'époque. J'avais pas de voiture, donc j'avais dû m'acheter une voiture. Enfin bref, avec la clé, il m'arrivait plein de problèmes, enfin plein de choses. Et surtout, je m'aperçois que en fait, travailler dans les chevaux, c'est pas pour moi en fait. Au début, je pensais.
Mais en fait, travailler, utiliser le cheval comme un outil de ta survie, ça me plaît pas du tout parce qu'il faut que le cheval soit entraîné très rapidement, qu'il ait des résultats énormes sur les compétitions tout de suite, sinon il vaut plus rien, sinon les clients t'amènent plus de nouveaux chevaux, etc. Enfin, c'est vraiment un business et je me suis dit mais ça me va pas du tout et puis j'ai vu quelques cas de maltraitance sur les chevaux. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, c'est pas que l'entraîneur pour qui je bossais était une mauvaise personne. C'est juste que des fois, il était épuisé. Le cheval voulait pas faire ce qu'il voulait. Et lui, sa famille dépendait de ce cheval, par exemple, parce que c'était un gros cheval de ce qu'on appelle les Futurity, les grosses compétitions qui arrivent, etc., qui fonctionnaient pas. Et donc, il allait perdre 50 000 $. Et du coup, il s'énervait sur le cheval, quoi. Donc, je peux pas vraiment comprendre, mais en même temps comprendre aussi. Mais je me suis dit, moi, je veux pas arriver à ce niveau d'épuisement mental là. Je veux pas travailler là-dedans parce qu'il faut savoir que les entraîneurs dans le milieu du cheval, en tout cas dans le milieu de la compétition western aux États-Unis, c'est énorme, c'est monumental les heures qu'ils font. Mais après, c'est une passion. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un patron. Et ça, j'avais pas prévu ça au programme, tu vois. Attends, mais en fait, avoir un patron, c'est chiant. C'est pas pour moi du tout. Donc, du coup, j'ai vraiment décidé de rentrer aux US, alors qu'à la base, j'étais partie en mode, la deuxième fois quand j'y suis allée, enfin, parce que j'ai fait T'as dit des rentrer aux allers-retours US, mais tu voulais dire intra-visa. rentrer en France. Oui, pardon. Ouais, 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 excuse-moi. ouais. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, à la base, j'étais partie aux US en mode, je vais devenir championne du monde, je vais faire ça, c'est bon, je vais monter à cheval et tout. Mais je suis rentrée en France en me disant, grosse désillusion, en fait, pour être champion du monde, il faut passer 10 ans, 15 ans même, à pas avoir de vie. Non, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de kiffer, j'ai jamais de thunes pour aller juste me faire un petit road trip, etc. Donc, je me suis dit, non, je rentre en France, je vais trouver une autre solution. Ok, Voilà. ok. Et du coup, donc là, tu rentres en France, mais t'as pas cette impression de repartir de zéro? Enfin, niveau Ah si, mindset, ça va? c'est horrible. Non, Ah, c'est c'est horrible. horrible. Non, là, je le fais en mode chill et tout. Non, c'était horrible. En plus, on m'avait volé ma voiture aux US, j'avais pas pu la revendre, donc du coup, j'avais plus d'argent. Mes parents pouvaient pas m'aider, du coup, etc. Bon, ils m'ont aidé un tout petit peu, mais c'était vraiment rien du tout. J'ai ma meilleure amie de l'époque qui m'a prêté une voiture quand je suis rentrée en France pour que je puisse rebosser comme kiné, parce que du coup, je voulais plus bosser dans les chevaux. Donc même en France, j'avais dit c'est mort, je travaille plus dans les chevaux. Donc, je reprends le métier de kiné. Donc, là, t'as bien les boules. Quand tu rentres après 2 ans où tu t'es dit, je me casse, et ben non, en fait, ça marche pas. Bon, je rentre. Donc, tu le vis comme un échec. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Mais comment je vais faire, etc. Et là, heureusement, sur YouTube, je commence à tomber sur des. Je tape en fait comment devenir riche. Tu vois, un jour, j'en ai marre et je tape comment devenir riche sur YouTube. Et là, je commence à tomber sur plein de vidéos, alors d'immobilier, de tatou et n'importe quoi sur YouTube. Mais tu as plein de trucs passionnants. Et là, je découvre un nouveau monde. Tu vois, un monde parallèle de gens qui gagnent des thunes, qui kiffent, qui voyagent, qui sont libres, qui montent à cheval, qui font plein de choses en fait, tu vois. Et là, je me dis, attends, il y a un truc à faire, j'ai rien compris, je suis que kiné et entraîneur de chevaux, je n'ai aucune compétence dans le business en fait, dans l'investissement, j'ai personne qui investit autour de moi, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est pas grave, ça m'a donné en fait un espoir YouTube qui a été démesuré. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, aujourd'hui, quand ils commencent à en avoir marre, qui vont sur YouTube, sur Insta. Alors maintenant, je trouve que depuis le Covid, ça s'est un peu démocratisé. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut se former à la liberté financière, etc. Alors peut-être que je suis entourée que de gens comme ça, c'est possible aussi, que je vois que ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant, même s'ils ne passent pas forcément à l'action, parce que ça ne les intéresse pas forcément. Mais quand moi, je suis entrée, donc c'était il y a 5 ans, c'était pas démocratisé comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a un podcast, des vidéos YouTube, c'est facile. Influenceur, c'est la norme. Enfin, tu vois, c'est très... ça a vachement varié, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, je tombe sur des vidéos, notamment d'immobilier au début, de Christopher Van Gun, je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais, ouais. Et qui lui voyage à cette époque, il est vachement dans le même mood que moi. Bon, là, ça a changé un peu, il est plus trop dans les mêmes choses, mais à l'époque, en tout cas, il était vraiment là-dedans. Et ça me donne un espoir, mais incroyable. Et là, je me rappelle, je dormais sous un toit quand je faisais des remplacements kinés. J'étais à Montauban, je crois, je sais plus ce que je foutais là-bas. Et j'étais vraiment sous un toit, je dormais avec un matelas par terre sous un toit. Et je bossais dans le cabinet de kiné qui était en bas. Et en même temps, je regardais toutes les vidéos YouTube dès que je pouvais. Je me couchais à 2 h du matin juste pour regarder des vidéos et engranger le maximum d'espoir et d'énergie que ça me redonnait, quoi. Je crois que j'en ai jamais parlé de ça d'ailleurs. Mais vraiment, ouais, vraiment, ça a commencé comme ça, quoi. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment puissant parce que, enfin, j'ai envie de le partager aussi par rapport à nous, ce qu'on a vécu. C'est que, en fait, quand dans ton entourage, t'as personne, avec Ouais. qui parler de ce genre de projet ou d'espoir ou de vision, bah moi, je sais que j'avais, tu sais, il disait toujours, il faut que les 5 personnes qui t'entourent Hmm. soit celle que tu veux devenir, ou je sais plus exactement la phrase là. Et en fait, bah moi, j'avais pas. Donc en fait, moi, je me disais, bon, bah c'est pas grave, moi, mes 5 potes, c'est les 5 potes de YouTube et je les écoute Ah, mais de régulièrement, ouf. ou des De ouf. podcasts. Et en fait, j'aime bien me dire, bah, comme j'ai pas cet entourage, même si là, il est en train de se développer, etc., grâce au podcast, je rencontre plein de monde. Mais avant, c'était pas le cas. Et du coup, bah, je me fais mes potes virtuels.
pour De que ce ouf, soit eux qui me complètement. parlent et que ça m'imprègne et ça me fait changer ma façon de penser, quoi. Mais c'est complètement ça. Puis avec les livres aussi, tu vois. Les livres, en fait, quand j'ai compris qu'il y avait des bouquins aussi sur le sujet, etc., je suis devenue, comment on dit, herbivore de livres. Tu vois, enfin, genre carnivore de livres, je sais pas comment on dit. Bon, il y a probablement un mot pour ça. Mais j'ai lu tellement, tellement, tellement de livres. Et puis je les relisais 50 000 fois chacun. Enfin, je me rappelle des premiers que j'ai lus sur l'argent qui étaient Napoleon Hill, tu sais, sur réfléchissez et devenez riche, enfin des choses où ça m'a retourné la tête, quoi. Tu vois, je me disais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Alors, il y a tout le monde qui parle souvent du bouquin qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Moi, il m'a pas marqué plus que ça, mais je pense que j'avais déjà été ouverte sur ces sujets-là, donc ça m'a pas particulièrement marqué. Mais vraiment, je me rappelle ouais, encore d'être sous ce toit, sur ce matelas par terre et d'attendre qu'une chose, c'était finir ma journée de kiné pour manger tout ce que je pouvais. Enfin, je mangeais devant YouTube, je lisais, j'engrangeais un maximum d'énergie, de connaissances. C'était vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, quoi. Donc j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. Et ça, du coup, alors tu as tout donné, mais de façon virtuelle et juste en écoutant des vidéos. Mais donc, du Mm. coup, comment t'es passé à l'action à un moment donné? T'as dit, je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors, à cette époque-là, quand je rentre des US, donc c'était il y a 5 ou 6 ans maintenant, je sais plus, à force, ça passe vraiment vite le temps, il y a mon frère qui se met dans le marketing de réseau, dans le MLM, je sais pas si tu connais un petit peu. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, je m'aperçois, qui se sont lancés dans le business parce qu'ils avaient déjà fait la première marche avec le MLM avant. Donc, je me lance dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est quoi? C'est des sociétés où tu parraines des gens pour acheter un produit ou un service. Et grâce à ça, en fait, t'es rémunéré, tu prends des commissions. En gros, c'est un peu un système de parrainage avec tout un plan de rémunération. Alors, tu as des grosses arnaques et tu en as qui sont top. Tu as vraiment les deux. Alors, pour les gens qui nous écoutent, parce que même pour moi, c'est encore assez flou, cette histoire de MLM, Ok, du coup, c'est genre comme Tupperware, quoi, mais en version exactement. virtuelle. Tupperware est un marketing de réseau, bien sûr. C'est une société de marketing de réseau. Ouais, Ok, donc c'est-à-dire que tu as des produits à vendre c'est ça. et toi, tu représentes un peu un produit et du coup, C'est tu ça. t'en C'est ça. parles et puis tu en vends Un et tu touches produit, des coms. ouais, un produit ou un service, et tu as tout un plan de rémunération en fonction des sociétés où tu as soit du parrainage tout simple où tu en vends, tu prends une com dessus, tu vois, voilà. Soit quand tu as parrainé des gens qui eux aussi en vendent, tu prends aussi des coms sur leur vente, etc. Alors tu es capé sur certains trucs. Bon, après, les plans de rémunération sont très très complexes, mais tu as plein de sociétés. Et là, à ce moment-là, j'en découvre une grâce à mon frère dans le voyage. Donc, c'est-à-dire que tu vends des voyages. Et là, je me dis, mais génial. Et en plus, alors, toi, tu as des prix de ouf sur les voyages et tout. Donc, je me lance à fond là-dedans. Ça dure à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Alors au début, catastrophe parce que j'ai un mindset d'asticot, hein. Franchement, c'est la cata, je suis hyper négative. Et aujourd'hui, les gens qui me connaissent de avant le savent, mais mes élèves, par exemple, aujourd'hui, ils me voient pas comme quelqu'un de négatif ou de feignant, etc. Mais c'était horrible, j'étais pas la même personne, hein. J'étais vraiment pas la même personne. Donc j'avais, tu vois, dès qu'il m'arrivait un truc, j'avais l'ego surdimensionné. Non, mais moi je sais, voilà, enfin, je supportais pas qu'on me reprenne ou qu'on me dise, mais non, mais Léa, tu fais pas les bonnes choses. Enfin, ça a été un gros décrassage à ce moment-là, en tout cas, mindset, parce que tu apprends aussi le leadership. Bon, ouais, bref, Et tu as fait ça en de kiné. parallèle de kiné. Donc, c'est-à-dire Ouais. que tu avais fini de regarder des vidéos, tu avais réfléchi et tu t'es dit, maintenant, je me lance dans le MLM. Alors, j'avais pas fini de regarder les vidéos, j'en regarde encore toujours aujourd'hui et je continue toujours aujourd'hui, même si maintenant je sélectionne beaucoup plus ce que je regarde, alors qu'avant je prenais tout ce qui arrivait. Maintenant, je sélectionne vraiment en fonction des objectifs que j'ai du mois, etc. Mais c'était un à côté où je me suis dit, bah tiens, ça va être un tremplin pour faire un autre truc parce que de toute façon, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Comme j'ai pas confiance en moi à ce moment-là, je me dis, bah moi, je sais rien faire d'autre que kiné et chevaux, tu vois, je sais rien faire d'autre. Donc, je vais partir là-dedans parce que là-dedans, t'as ton parrain qui t'apprend des choses, etc. Mais du coup, tu étais salarié en même temps ou non, pas salarié, tu étais libéral en Libéral, ouais, kiné je faisais des remplacements. et ça te prenait un temps plein et du coup, toute cette activité, tu la faisais en plus les Ouais, soirs, les week-ends, les moments de pause, exactement. etc. Moi, j'avais pas de life. Vraiment, j'étais à fond. En fait, toute mon énergie, elle était. Alors, je faisais ce qu'il fallait pour le métier de kiné. Et puis, tout le reste d'énergie que j'avais, c'était pour me former, pour bosser dans le marketing de réseau, etc. Et donc, j'ai monté à peu près des équipes, je sais plus, c'était à 500 ou 800. Je crois que j'avais fait une première société à 500, puis la deuxième, on était à 800. Enfin, voilà. 800 personnes dans mes équipes. Donc, j'avais vraiment charbonné. J'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas, qui était qu'en fait, j'étais un leader, tu vois, et que j'étais capable d'être coach, etc. Enfin, j'utilisais pas ce mot-là à l'époque parce que je le comprenais pas, mais j'inspirais vraiment les gens à se bouger les fesses, quoi, tu vois, vraiment pour être poli. Mais je les inspirais là-dessus et j'étais capable de énormément prendre sur moi parce qu'aux États-Unis, j'avais beaucoup, beaucoup pris sur moi. Tu sais, là-bas, c'est comme à l'armée, hein, quand tu bosses dans le milieu du cheval, là-bas, c'est dur, c'est vraiment hyper dur physiquement, mentalement, moralement, énergétiquement, tout ce que tu veux. Donc, en fait, j'ai transposé ça ensuite, sans le savoir, dans le business en mode, dès qu'il y avait un problème, moi, j'étais en mode, non, mais c'est pas grave, en fait, moi, je peux faire ça encore 250 000 ans, même si je suis déjà au bout de ma vie et épuisée, tu vois. Donc, ça m'a permis quand même de me dépasser sur ces trucs-là.
Voilà. Donc, tu as quand même eu une forme de succès. Ouais. Et au bout de 2 ans, du coup, tu t'es dit quoi alors? Tu t'es dit... J'en ai eu marre parce qu'en fait, je me suis rendu compte, tu vois, il y avait beaucoup de paillettes dans ce truc-là. Et moi, en fait, j'étais tellement prête à prendre tout ce qui venait qui allait me rendre libre que je voyais pas forcément les côtés négatifs. J'étais une grande rêveuse et puis j'y allais à fond. Et donc, en fait, au bout de 2 ans et demi, 2 ans ou 2 ans et demi, je sais plus, c'est un peu la désillusion de ah ouais, mais en fait, la société, elle s'enrichit vraiment sur nous. En plus, 2, 3 fois, je vois qu'on me ment sur des trucs. Enfin, parce qu'en fait, j'avais atteint à un niveau où sur les 25 000 personnes qu'il y avait dans la société en France, j'étais dans le top 10. J'avais vraiment tout explosé sur le truc. Alors au début, pas du tout. Au début, j'étais vraiment une cacahuète. Et puis à force de remise en question, d'expérience, etc., bah, je commence à exploser le game. Et je m'aperçois aussi surtout de tout l'argent qu'on génère à la société. Enfin, j'aurais généré des millions, vraiment des millions. Et je me suis dit, ouais, mais attends, mais ces millions-là, moi, j'en ai un peu marre qu'on prenne que cette com-là. Alors, je gagnais quand même bien ma vie avec ça. Je gagnais peut-être 3 ou 4 000 euros par mois avec ça en plus de mon métier de kiné. Par contre, j'étais épuisée, je faisais des appels jusqu'à minuit, 1 heure du matin tous les soirs, tu vois, parce qu'en fait, t'aides aussi les personnes que tu as parrainées à parrainer, etc. Enfin voilà, c'était vraiment épuisant. Et du coup, en fait, jusqu'au moment où là, il y a vraiment ce truc éthique qui arrive au milieu, où je m'aperçois qu'en fait, je suis pas du tout alignée avec ce qui est en train de se passer, j'ai changé et que j'ai plus du tout envie de faire ça. Et donc là, je plante le truc, quoi. Je dis, bah en fait, je peux plus. Enfin, je peux plus, c'est plus aligné, je me casse. Voilà, Ok. j'arrête tout. Et du coup, là, tu es toujours kiné. En fait, tu n'as jamais lâché, Ouais, entre guillemets, cette ouais. sécurité Là, qui je est suis toujours à le... plein temps kiné. Mm, mm. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais là? Parce que trop de Alors, suspense. en fait, du coup, j'arrête ça. Il y a quelques mois qui passent et pendant ces mois-là, je me dis, bon, en fait, il faut que je monte mon propre business. J'avais toujours l'immobilier dans un coin de la tête et j'avais compris avec l'immobilier que bah, il fallait vraiment que je mette mes comptes nickel parce qu'à cette époque-là, ma gestion de mes finances était absolument catastrophique. J'étais dans le rouge tout le temps, même si je gagnais de l'argent avec la kiné, mais je sais pas ce qui se passait, mais c'était vraiment la cata tous les mois. Tu sais, tu as ce truc un peu de moi, j'appelle ça le thermomètre, tu vois, où tu as l'habitude, par exemple, d'être toujours à 0 sur ton compte, par exemple. C'est vraiment, tu as ce thermomètre mental-là sur tes finances. Et ben, je me débrouillais. Moi, il était à moins 500. Donc, en fait, si j'étais à moins 400, je me disais, oh, ça va, je suis large. Si j'étais à moins 600, je disais, oula, là, ça pique, il faut que je revienne à moins 500, tu vois. Alors que tu as des gens qui ont ce thermomètre-là à 2 000 euros, qui disent, oh là là, j'ai pas de thune, alors qu'ils ont 1 500 euros sur leur compte, par exemple, tu vois. Enfin, voilà, c'est pour expliquer un petit peu, mais à cette époque, j'avais une gestion financière catastrophique, donc je me suis dit, bon, il faut déjà parce que j'avais 5 préconsos, c'est beaucoup. Oh Ouais. ah J'avais ouais. 5 préconsos, dont un pré étudiant et tout. Enfin, bref. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me remette déjà de tout ça. Et après, je passe à la suite. Et donc là, je passe des mois à me former. Je crois qu'il y a le Covid à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il y a le Covid qui arrive à ce moment-là. Donc, trop bien. On n'a pas à travailler. Le Covid, je l'ai bien vécu. Vraiment, je me dis, bon, bah voilà, super. Il y a 2 mois où j'ai rien à faire. En plus, on était au Cameroun à ce moment-là avec mon compagnon qui gère une zone protégée au Cameroun. Bref. Et donc, je passe 2 mois à me former, mais du matin au soir. C'est-à-dire que j'achète des formations, j'achète tout ce que je trouve sur l'emailing, sur monter un business en partant de zéro, sur l'immobilier, sur le e-commerce, tout ce que je trouve, tout ce que j'avais en fait comme thune de kiné, tu vois, ça me permettait. Donc, j'étais tout le temps dans le rouge encore à ce moment-là. J'investissais à fond, à fond, à fond, à fond. Et l'argent d'ailleurs que j'avais gagné avec le marketing de réseau, c'était pareil, c'était pour réinvestir toujours. Enfin, vraiment, c'était vraiment dans cette optique-là. Donc, j'arrête pas, je me forme, je me forme. Je commence à lancer des trucs, mais c'est un peu. Donc, c'est en 2020, si je dis pas de bêtises. 2020. Donc, je commence à lancer des trucs, mais c'est un peu. Comment dire, c'est léger. Donc, je gagne pas 1 000 euros par-ci, 200 euros par-là. Enfin, je fais de l'affiliation, je fais du blogging, je teste plein de trucs. Enfin, voilà. Jusqu'à décembre 2020. Ouais, c'est ça. Décembre 2020, on n'est plus dans le Covid. Ça y est, on est sorti enfin de ce bazar-là. Et là, j'ai à nouveau un gros accident. Alors, donc, j'ai repris le métier de kiné, machin, truc. Et là, j'ai à nouveau un gros accident. Donc, décidément, c'est ça les déclics pour moi. Il faut me mettre la tête dans un mur pour que je me rende compte des choses. Où là, en fait, je suis à cheval et il y a un autre cheval qui veut taper ma jument et qui m'explose le genou, en fait. Donc, mon genou se fracture, double fracture, etc. La veille d'un de mes départs, d'ailleurs, au Cameroun. Et du coup, là, je passe 3 mois alité. Chez ma mère, cette fois, sans pouvoir bouger de mon lit. Alors, par contre, j'ai toute ma tête et je peux lire et je peux me former et je peux faire tout ce que je veux, mais je passe 3 mois allongée. Et donc, la différence avec la première fois, c'est que là, je le subis plus pareil. C'est-à-dire qu'en fait, bon, les 24 premières heures, je suis au bout de ma vie parce que ça fait très mal, un genou fracturé. En plus, enfin voilà, j'ai une cicatrice aujourd'hui de 20 centimètres en forme d'éclair. Bon, comme Harry Potter, ça va, mais sur le genou, enfin, tu vois, j'ai vraiment, voilà, enfin, ma jambe, elle est foutue, quoi. Et je me dis, je pourrais plus jamais monter à cheval, je pourrais plus jamais conduire une voiture. Le chirurgien me dit, je pourrais plus jamais courir. Heureusement, aujourd'hui, je cours. Mais voilà, enfin vraiment, la fin des haricots. Et je me dis, donc je laisse 24 heures bien pourries comme ça. Et après ces 24 heures-là, vu que mon mindset a changé, a évolué avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu, etc., je me dis, OK, là, j'ai 3 mois où je sais que je dois rester allongée. Je vais pas passer 3 mois sur Netflix, quoi. Je vais monter un business. Je sais pas dans quoi, je sais pas comment.
mais j'ai monté un business. Et là, en fait, je commence à lire des bouquins qui font passer à l'action. Tu vois, notamment à l'époque, un bouquin de Alec Henry, que tu connais peut-être, qui s'appelait Business, je crois. Il en a sorti un il n'y a pas longtemps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il m'a fait intervenir dans ce bouquin. Donc, j'ai écrit dans le nouveau bouquin qui est sorti après. Parce que je l'ai remercié, parce que c'est son premier bouquin qui m'a permis d'exploser le game après. Entre autres, parce que j'avais quand même évidemment, il n'y a pas qu'un livre qui a tout changé, mais disons qu'il y avait tout un plan d'action avec comment tu crées ton avatar client, ton avatar truc et tout ça. J'oublie que pendant un an, je faisais du e-commerce. Excuse-moi, je zappe je zappe de mon cerveau parce que je fais plus de la même façon aujourd'hui. Mais bref, on avait fait des formations et avec mon chéri, puis on avait lancé des sites de e-commerce qui fonctionnaient bien, mais qui nous plaisaient pas parce qu'en fait, ça vibrait pas, quoi. C'était pas aligné avec ce qu'on voulait. On vendait des mini blenders portables, on avait fait toutes les pubs, les trucs, et ça marchait bien, hein. On faisait pas mal de chiffre d'affaires, mais ça nous faisait chier, quoi. Vraiment, clairement, ça nous plaisait pas. On vendait des caméras, enfin des trucs comme ça. Bref. Et donc, du coup, janvier 2021, bah là, je lance mon business de coaching, vraiment en mode freestyle, en mode, bah, moi, j'aime coacher, je m'aperçois en faisant l'ikigai ou en tout ce dont je me suis rendu compte, c'est que le coaching, ça a l'air d'être fait pour moi. J'avais pas envie d'y aller parce que pour moi, les coachs, c'était tous des dépressifs qui savaient pas, qui apprenaient la vie aux autres. Et enfin, je sais, j'avais une très mauvaise image des coachs à l'époque. Et je me dis, bon, écoute, je vais pas m'appeler coach tout de suite, j'aime pas ce mot-là, mais je vais me lancer dans l'accompagnement, voilà, de gens qui veulent, bah voilà, changer leur vie, monter un business, etc. Puisque j'ai déjà réussi dans le e-commerce, même si ça me plaît plus, bah au moins j'ai réussi à gagner de l'argent, on a créé des sites, on a fait plein de choses, etc. Et puis à ce moment-là, j'ai une communauté peut-être de 2000 personnes sur Insta qui vient un peu du marketing de réseau. Donc, tu vois, quand je faisais tous mes voyages avec le marketing de réseau, tout ça. Et là, en fait, premier mois, je fais 10 000 euros. Et là, je me dis, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, en fait, à partir de là, ça a été exponentiel, quoi. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi, tu vois. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et ça a été la folie où vraiment, d'un coup, les planètes se sont alignées en mode, en fait, tu avais des a priori sur le coaching, alors qu'en fait, c'est ça qui est fait pour toi. C'est juste que je l'ai fait d'une manière différente, qui me plaît beaucoup plus et qui est beaucoup plus mindset et on se bouge les fesses plutôt que oh mon pauvre petit chaton, quoi, tu vois. Et voilà, et puis après j'enchaîne, donc ça c'était donc j'étais déjà formée dans l'IMO, j'avais suivi des formations mais je pouvais pas acheter. Janvier, je monte mon business, février, j'achète mon premier immeuble. Du coup, d'ailleurs, en plus, ça se passe hyper mal avec un courtier, donc je finis par aller en béquille parce que du coup, je peux pas marcher. En béquille chez la banquière et j'achète mon premier immeuble comme ça. Alors, attends, parce que moi, là, ça fait beaucoup d'informations. J'ai Ouais, besoin de j'ai fait remettre un beaucoup de peu choses, je suis d'ordre. désolée. J'oublie des trucs en plus. Du coup, là, tu es 3 mois alité à cause de ton genou. Et en l'espace de 3 mois, tu montes ton business de coaching que tu n'appelles pas Ouais, coaching encore. ouais, Tu arrives à générer 10 000 euros le premier mois. depuis le premier mois, allongé dans ton lit avec ton genou pété. Et tu t'es dit, go, je pars acheter un immeuble. Ouais. Et le courtier veut pas me prêter Mm. d'argent, enfin, ne trouve pas de prêt. Bah écoute, moi, je vais y aller avec ma béquille alors qu'on m'a dit de pas me lever. Et je vais aller chercher mon Exactement. prêt. Ok. Ouais, c'est ma mère qui m'emmène, qui me dépose devant la banque. Moi, je suis au bout de ma vie, mais je m'habille bien et tout. Alors, tu sais, t'essayes d'avoir l'air totalement naturel alors que t'es au bout de ta vie. Mais c'est pas grave, je prends des médicaments pour la douleur et j'y vais. Et j'avais déjà prévu d'acheter de l'immobilier parce que du coup, je bossais comme kiné. Mais j'étais pas passée à l'action. Enfin, j'avais commencé tranquillement à faire des recherches. Je crois que c'était en octobre ou en novembre, juste avant. Juste un peu après le Covid, du coup, la sortie du Covid. Et en fait, j'étais passée par une courtière un peu par facilité parce que je m'étais dit, ça va. Enfin, tu vois, j'étais pas vraiment dedans. J'avais tranquillement posé un peu les pieds en disant, oui, je fais quelques visites, je fais une offre, machin, mais j'étais pas vraiment déter, Investi. quoi. Ouais, Et là, ok. je me dis, go, en fait. Là, ça suffit maintenant. Ça suffit, on y va, on achète le plus d'immobilier possible et après, on arrête la kiné, quoi. Mais parce que tu avais conscience du coup que c'était ton dossier de kiné avec tes Ouais, salaires de kiné qui allait faire que le prêt allait passer. exactement. Ok. Exactement. Ouais, ils ont pas pris du tout mes revenus de coaching à ce moment-là. Parce qu'en fait, finalement, allongé sur ton lit, tu savais que tu allais arrêter la kiné quoi qu'il arrive. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que tu t'es bougé aussi en immobilier parce que tu Mm. savais que ce sera le jour où tu serais endetté au max, C'est j'imagine, ça. que Mm, tu allais mm. lever le pied. C'est ça. En fait, même quand j'avais commencé à revenir des US, à partir du moment où j'ai été formée dans l'IMO, c'était à peu près un an avant. Je crois que c'était au mois de mars 2020 que j'ai pris la formation. J'ai fait la formation et je me suis rendu compte qu'il y avait tous ces prêts, qu'il fallait que je rembourse, enfin, tous mes prêts conso, que ça passerait pas du tout, que mes comptes n'étaient pas du tout à jour. Donc, je me suis laissé 6 mois, un an pour tout bien remettre comme il faut, commencer à mettre de l'argent de côté, etc. Mais mon premier immeuble, tu vois, j'ai fait zéro apport, j'ai tout acheté à 110%, etc. Et j'avais que 3 000 euros de côté. J'avais 3 000 euros d'épargne. Donc, c'était tout petit. Mais j'avais remboursé tous mes prêts. Enfin, il me restait un prêt, non, pardon, 2 prêts conso que j'ai fusionnés en un seul, que j'ai fait racheter par la banque, etc. J'avais remboursé tous les autres, etc. Enfin, je savais que j'allais arrêter la kiné à un moment. Et l'IMO, si tu veux, c'était sur la table. C'est que là, ça a été vraiment le moment où il fallait y aller franco, mais c'était déjà prévu sans être vraiment de l'action massive et intense. Je sais pas comment expliquer. J'étais pas. J'étais pas sur on, tu vois, j'étais un peu sur off encore. Et ça a été vraiment le bouton on en mode, bon, maintenant ça suffit, on y va, quoi.
et on déchire tout. Et du coup, alors, tu as trouvé un immeuble pas très loin de chez toi? Comment t'as fait? Alors, je dirais pas exactement où c'est, mais c'était pas loin de Montpellier. Ok, et du coup, tu as trouvé un bien avec 2 logements, 3 logements, 4 logements, enfin... Alors, cet immeuble, il y a 3 apparts, un T2, un T3, un T4, garage et cave et parking, du coup, que je loue en plus, aussi à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs lots dedans. En tout, il y a... Attends, que je ne dise pas de bêtises, il y a 5 lots, du coup. Et tout était occupé. Ah, donc tu as acheté un truc déjà occupé. Ouais. C'était rentable? Enfin, tu étais contente de ta renta? Ouais. Alors, la renta, si tu me poses des questions sur les chiffres, là, c'était il y a 2 ans. La renta de mémoire, j'étais à 11%, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, à peu près. Sur les chiffres, j'avoue que j'ai pas une très très bonne mémoire, mais si, c'est ça. C'était 11% net de rentabilité, donc super intéressant. Et puis j'ai acheté aussi évidemment avec les 3 ans de différé, donc aujourd'hui je ne paye toujours pas d'ailleurs le, le prix total Ah, trop de bien. l'immeuble. Ouais. Ah, excellent. Tu avais compris, du coup, grâce aux formations que tu avais dû Ouais, suivre exactement. les bonnes pratiques. Ouais, Trop exactement. bien. Ok, donc tu as ton premier immeuble. Mm. Mais et tes parents, comment ils ont réagi d'ailleurs? Parce que je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme invest, tes parents, à titre perso. Bah, mes parents, quand ils ont divorcé, mon père a remis ça dans des appartes, mais pas dans des trucs très rentables. Ma mère, elle a juste racheté sa maison, quoi. Tu vois, Ok. donc c'est pas des investisseurs aguerris du tout. Mon père, il était très sceptique quand je me suis lancée, il a dit, mais pourquoi un immeuble? Pourquoi t'achètes un appart ou une maison comme tout le monde, s'il te plaît, Léa? Enfin voilà. Après, il m'a pas du tout bloqué, mais juste, il comprenait pas trop le délire. Et ma mère, en fait, ma mère a compris depuis longtemps, que si elle est pas d'accord avec moi sur un truc que j'ai envie de faire, bah, je lui en parle plus. Donc là, elle était en mode, ok, ma chérie. Bon, tu vas y arriver. Allez, ça va aller. Je vais t'emmener. Je vais faire tout ce que tu veux pour que tu ailles bien et que tu sois contente. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont pas cherché à me freiner. C'est plutôt l'autre entourage, je veux dire plutôt mes potes, qui me disaient un immeuble? Mais pourquoi un immeuble? Enfin, après, les gens autour de moi ont l'habitude de. Enfin, depuis que je suis partie aux US, en fait, sur un coup de tête, tout le monde a commencé à se dire, ok, celle-là, en fait, quand elle dit un truc, elle va le faire, donc on va plus arrêter de lui dire qu'elle va pas y arriver. Finalement, apparemment, elle le fait. Et j'avais une de mes amies Barbara, si tu passes par là d'ailleurs, qui m'avait dit une fois, mais Léa, il y a un truc que je comprends pas chez toi, c'est que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et moi, je disais, bah oui. Et donc, en fait, c'est là que c'est à partir de cette période-là que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui disaient qu'ils allaient le faire ou qui aimeraient le faire ou qui rêveraient de faire un truc, mais qui ne le transforment pas en plan d'action, en fait. Et là, je pense que ça a été vraiment une force, et c'est le cas de pas mal d'entrepreneurs, de en fait transformer de ah, j'aimerais trop à je vais, en fait. Tu vois, vraiment de le transformer en plan d'action avec des deadlines, etc., quoi. Trop bien. Donc, du coup, tu fais ça, tu achètes un immeuble. Alors, du coup, j'imagine qu'il est loué en nu, si tu l'achètes déjà. Ouais, tout est loué en nu. Par contre, je fais pas de meublé dedans. Et tu as acheté en nom propre ou tu as tout Ouais, direct créé une SCI à l'IS? Ah, et non donc tu es propre. en revenu foncier et ça passe quand même bien. Ah, et Ouais, donc c'est ouais, cool. ouais, Trop bien. Donc carrément. en fait, t'es vraiment l'investisseuse sereine là. T'es bien sur le podcast dans le sens où c'est un invest Tranquille. clé en main et t'étais Mhm. tranquille quoi. Et les Ouais, locataires c'est sont clair. toujours en place. T'as pas eu de galère de changement de locataire. Là, j'ai eu un changement de locataire une fois, mais bon, ça s'est bien passé. Enfin, ça a juste switché. J'ai eu un autre locataire qui a arrêté de payer parce qu'il était parti se marier au bled pendant 2 mois sans nous prévenir. Mais bon, il repaye, c'est bon, ça c'est réglé. J'ai décidé de le garder après. J'ai dit, ok, c'est pas grave, vas-y, reste. Et puis, ça a bien marché depuis. Et là, j'ai un appart qui est en ce moment en travaux parce qu'il y a une locataire du coup qui est partie, qui a changé de boulot. Et donc, j'en profite pour tout refaire nickel pour vraiment valoriser le bien, quoi. J'en ai pas besoin vraiment de ces travaux. Mais c'est moi qui avais envie de refaire tout nickel. Ça m'empêche pas de le louer. Le DPE, je crois qu'il y avait juste une clim à mettre. Enfin voilà, c'était pas grand-chose, mais j'ai préféré tout refaire pour être vraiment tranquille et valoriser le bien parce que je peux le faire aussi, quoi. Et du coup, tu as réussi à en faire d'autres des invests après Ouais, ou avant de quitter ton poste de kiné? ouais. Alors du coup, comme j'avais encore mes fiches de kiné, c'est passé, tu vois. Mais du coup, ouais. Alors donc là, on est en février quand j'achète, le jour de mes 30 ans d'ailleurs. Je signe le jour de mes 30 ans en béquille, le top. Bref, et du coup, après, donc bon, je continue mon business de coaching, etc. Je reprends la kiné, au début à plein temps, puis rapidement à mi-temps, et puis à quart temps, et puis j'arrête parce qu'en fait, c'est plus possible. J'arrête au mois de septembre. J'achète un autre appart qu'à la base, j'avais pas du tout l'intention d'acheter. Je cherchais un autre immeuble, mais en fait, je tombe sur un appart. Et ça, c'est très important quand vous cherchez des apparts ou des immeubles ou peu importe, mais d'être super sympa avec les agents IMO parce qu'ils se rappellent de vous et que le jour où il y a une pépite qui sort alors qu'elle est même pas sur le marché et que ça concerne même pas ce que vous avez l'intention d'acheter, ils vous appellent. Et donc, il y a donc une agent IMO qui me rappelle, alors que je cherchais un immeuble désespérément à ce moment-là, mon deuxième immeuble du coup, qui me dit écoutez, j'ai pas du tout d'immeuble là. Par contre, dans l'immeuble dans lequel j'habite et dans lequel j'ai déjà des apparts, il y a un autre appart à vendre. C'est un petit T2, c'est dans un endroit qui peut être vraiment sympa, c'est vraiment pas cher. Je sais plus combien je l'ai payé, mais en tout, je crois que j'en ai eu pour 56 000 euros, travaux inclus, enfin un truc ridicule.
Et c'est vraiment intéressant. Si vous voulez, je vous le montre. Et donc, j'y suis allée et je l'ai acheté alors que je n'avais pas du tout prévu de l'acheter en résidence principale du coup. Donc ça, c'était en octobre. Je crois que je le signe en octobre, en novembre, un truc comme ça. Et donc là, j'ai fait du Airbnb après dedans. Et puis après, j'ai acheté un autre immeuble encore en SCI cette fois avec mon compagnon au mois de février, donc un an après le premier. Donc là, j'ai 2 immeubles et un appart actuellement. Et tu as gardé la stratégie du coup d'acheter un immeuble déjà loué en mode tranquille sur ce deuxième? Le premier, ouais, c'était non propre et puis en mode vraiment tranquille, en nu. Alors évidemment, tu peux l'optimiser 10 fois plus avec du meublé, etc. Mais franchement, j'avais pas envie de faire un truc compliqué. Je voulais juste passer à l'action. Tu vois, le premier, c'était vraiment passage à l'action. Quoi qu'il arrive, on y va. Faut évidemment que ce soit du cash flow positif, mais c'est tout. L'appart, du coup, donc ça, c'est en meublé. Je le mets en meublé puis en Airbnb après. Donc lui, il tourne toujours aujourd'hui en Airbnb, en location courte durée, enfin Airbnb Booking et tout. Et ensuite, le deuxième immeuble qu'on achète, là, c'est un plus gros immeuble. Alors, il y a 5 appartements. Je ne sais pas de bêtises, ouais, ça. 5 appartements. Au début, ils sont tous loués en nu, plus un local commercial qui est là depuis, en plus, qui est loué par la mairie pour une coopérative. Enfin bon, voilà, tu sais que ça reste là pendant longtemps. Plus comment dire, les combles, pas les combles, pardon, on va dire la cave, mais c'est pas vraiment la cave. À l'arrière, en fait, du bâtiment, tu as la possibilité de faire 2 apparts de plus. Et cela, pour l'instant, on n'y a pas touché parce qu'en fait, on va utiliser simplement le cash flow positif une fois qu'on aura acheté le ranch plus tard. Je vais vous en parler après. Mais pour refaire ces apparts, pour que ça ne coûte rien du tout, tu vois que ça a été généré par l'immeuble tout seul. Donc celui-là, on ne veut même pas se payer avec, même si il y a du cash flow positif évidemment tous les mois. Mais ça, en fait, on le laisse grossir tranquillement et puis on va le réinvestir dans des travaux. Voilà, on touche pas. Et ça, du coup, c'est en SCI à l'IS, ce troisième. Ouais, c'est Ok, ça. ok. Ok, ouais, donc tu fais un peu de tout parce que du coup, tu as du LMNP, j'imagine, avec ton meublé, tu as du Ouais. revenu foncier avec ton premier immeuble et de la SCI à l'IS avec ton deuxième immeuble. Et d'ailleurs, dans le dernier immeuble, on a aussi un des locataires en fait est parti dans un des T3 et en fait, on s'est dit vas-y, on teste le Airbnb aussi. Et en fait, on l'a mis en Airbnb. Donc, il y a un des apparts qui est loué aussi en Airbnb sur tout l'immeuble. Ok, ah bah top. Top. Et du Mm. coup, donc j'imagine tous les revenus donc, de ta SCI à l'IS, tu vas les réinjecter, tu les réinjectes, tu les sors pas, quoi. C'est Ouais, ça le non, en fait, principe. on peut le faire. On va peut-être le faire là pour cette année, juste pour le ranch, parce qu'en fait, on achète l'année prochaine, etc. On va voir avec la banque à ce moment-là, s'ils veulent qu'on les sorte, qu'on les investisse quelque part, etc. Mais sinon, après, on va laisser tourner tout seul et puis on va réinvestir dans les 2 apparts qu'on peut faire en dessous qui sont. Enfin, en fait, le Airbnb marche super bien. Donc, on se dit Enfin, t'as quand même 2 apparts potentiels qui vont te coûter pas grand-chose. Enfin, à tout péter, on va en avoir peut-être pour 20 000 dans un appart et peut-être 30 dans l'autre. Enfin, tu vois, 50 000 pour 2 apparts et qui sont nickel et qu'on peut louer vraiment facilement après. Donc, voilà. Mais ça, c'est plutôt du long terme après sur cette partie-là. Et par rapport au fait que c'est intéressant, tu as acheté les 2 premiers biens, donc ton premier immeuble et l'appart toute seule. Et Ouais. à partir du troisième, tu as décidé d'acheter en couple. Mm, Ouais, mm. c'est un cheminement qui s'est passé. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont notamment en couple et ou célibataires. En réalité, il y a les deux, mais Ouais. je sais qu'il y en a pas mal en couple. Et du coup, c'est quoi la différence? Enfin, comment tu as ressenti les choses En fait, on avait envie d'acheter un truc ensemble avec mon compagnon. Alors lui, il a un petit peu d'immobilier aussi. Il a acheté aussi, il a fait ses investissements. Moi, j'avais besoin que les premiers soient à moi. Enfin, c'était important que ce soit ma réussite plus que le fait de vouloir garder mon truc pour moi. C'était vraiment important que ce soit moi toute seule qui a réussi un truc. Tu vois, que j'avais besoin de. Je m'en suis rendu compte après que c'était vraiment, j'avais besoin de faire mon truc toute seule et de dépendre de personne, etc. Donc les 2 premiers, je les ai fait comme ça. Et puis le troisième, en fait, on s'est dit, bah vas-y, on achète un truc ensemble. En plus, lui, il me voyait surmotivé avec l'immobilier. Il s'est dit, allez, vas-y, on y va. Et donc aujourd'hui, on gère cet immeuble tous les deux, tu vois. Ça, c'est plutôt cool. Mais après, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une envie. Je pense que s'il n'y a vraiment pas la possibilité d'acheter chacun de son côté, bah ok, acheter à 2. Parce que bah, y en a peut-être un qui est à son compte, et voilà, c'est plus compliqué, etc. Maintenant, moi, je pense voilà, en ayant vu énormément de couples acheter de l'immobilier, etc., que c'est quand même important d'avoir chacun son patrimoine, même si c'est juste un petit appart chacun, même si c'est juste un petit studio, même si c'est un garage, on s'en fout, mais juste que chacun ait son petit patrimoine, voilà, et puis ensuite d'acheter un truc ensemble, ok. Le mieux, évidemment, c'est de le faire en SCI, comme ça, bah, voilà, tout est bien cadré, pour que ce soit vraiment une envie et pas juste un besoin absolu, et que, bah, voilà, le jour où on ne sait pas ce qui peut se passer, mais le jour où il y a un problème, ben, c'est un peu dommage d'avoir tout acheté ensemble, quoi. T'es obligé de tout revendre, c'est galère, machin, enfin voilà. Donc, nous, on avait vraiment envie d'acheter un truc ensemble et je touche du bois, ça se passe bien pour l'instant, parce qu'on avait créé une société de e-commerce ensemble et en fait, ça n'a pas du tout marché parce que, enfin, je veux dire, la société a marché, mais notre fonctionnement à tous les deux, c'est pour ça qu'on a arrêté, c'est parce qu'on faisait que s'engueuler sur le truc, on a dit, c'est bon, ça ne marche pas, on va pas briser notre couple pour des mini blenders, ok, donc on arrête. Et alors, du coup, pour l'immeuble, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va gérer ça? Ok, vu que la première fois, on n'avait pas vraiment séparé les tâches, on avait été un peu freestyle et que du coup, les deux s'occupaient de tout, enfin bon, c'était un peu le bazar. On s'est dit, pour cet immeuble-là, on va vraiment séparer qui fait quoi.
Donc, lui, par exemple, il fait la compta parce que je déteste ça. Et moi, je vais gérer les locataires, l'agence, s'il y a les travaux, la femme de ménage pour le Airbnb. Voilà, on va plutôt le faire comme ça. Là, tu vois, je sais plus, je crois qu'il y avait la taxe foncière à payer il y a 2 jours. Bah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, et en fait, on se sépare les trucs et on s'envoie des mails alors qu'on est dans la même maison. On s'envoie des mails et on n'en parle plus. Tu vois, vraiment, on le fait comme ça. Et ça se passe hyper bien depuis qu'on fait ça, quoi. Oh bah nickel! Ah bah trop bien, Ouais, bah, ça c'est inspirant, mais c'est intéressant parce qu'avec Cyril aussi, nous on a des tâches très séparées ouais, mais dans il la faut. gestion de nos immeubles, donc ouais, ouais, chacun ses domaines. Ok, bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais je sais pas, du coup, ah non, on n'a pas fait le tour parce qu'il y a après, tu as décidé d'acheter un ranch. Ça c'est quand même encore un autre truc. Ouais. Parce que là, j'imagine que tu as de l'historique, maintenant tu commences à avoir de l'historique en tant qu'entrepreneuse Mm. aussi aux yeux des banques, du coup tu peux réemprunter peut-être des nouvelles sommes que tu pouvais peut-être pas réemprunter là tout de suite après d'avoir Ouais, fait ouais, c'est tes clair. premiers invests. Mm, mm. Donc, du coup, tu t'es dit, go, Ah bah go, carrément je go. réalise mon rêve d'acheter un ranch. En fait, mon objectif long terme, depuis le début, depuis que je suis rentrée des US, c'était d'avoir mon propre ranch. Parce que je voulais pouvoir monter à cheval dans mon ranch sans dépendre d'un patron, sans dépendre de l'argent, en pouvant monter autant de temps que je voulais, etc. Donc, je voulais mon propre ranch qu'on va acheter du coup l'année prochaine, puisque je vais avoir mes 3 ans de bilan en janvier. Ça y est, dans 4 mois. Alléluia! Ça fait 5 ans enfin, ça fait 32 ans que je rêve de ça. Ça fait 5 ans que c'est un vrai plan d'action. Et ça y est, on y arrive enfin. Je pense que je vais m'écrouler et pleurer toutes les larmes de mon corps le jour où ça va arriver, mais ça va être ouf. Et du coup, le but, en fait, avec l'immobilier, c'était aussi, parce qu'à la base, l'immobilier m'intéressait pas plus que ça. C'est pas pour la liberté financière, en fait, hein, que j'ai fait l'immobilier, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est parce qu'en fait, je voulais que le cash flow généré par, le cash flow net généré par mes biens immobiliers paye le prêt du ranch. C'est-à-dire que ça me permette pas forcément d'acheter le ranch, ça, je vais m'en occuper moi avec mes business, etc. Mais que si jamais, je sais pas moi, dans 3 ans, j'ai un gros problème et je peux plus payer, enfin, je peux plus travailler comme coach, je sais pas, il y a mon académie qui ferme, je sais pas, ça m'étonnerait beaucoup puisque aujourd'hui, en fait, mon académie, elle a quasiment pas besoin de moi, donc voilà. Mais je voulais que le prêt puisse être continué à être payé, que je ne perde pas le ranch. Tu sais, cette grosse peur de la perte énorme. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'IMO, parce que je me suis dit, il me faut à peu près, voilà, sachant qu'on est plusieurs à acheter le ranch, etc., il y a mon mec avec moi et tout, il me faut à peu près 2 500 € de cash flow net par mois pour payer un prêt. Voilà, sachant que, voilà, on va avoir un prêt qui va sûrement être dans les 3 000 à 4 000 €, mais bon, vu qu'on est à deux, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je génère ça avec l'immobilier. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fait de l'IMO, c'est pour le ranch. C'est uniquement pour le ranch. Ça m'intéressait pas particulièrement pour tout ce qui est liberté financière, etc. Je sais que c'est un des piliers bah voilà, de l'enrichissement, etc. Parce que voilà, tu as des sommes qui rentrent. Mais c'était pas un truc qui me fait vibrer particulièrement. Je kiffe, ça va, mais après, de faire ça toute la journée, enfin, quand je vois des conciergeries ou des choses comme ça, mais c'est mort, jamais de la vie je fais ça, tu vois. Donc, c'était vraiment pour acheter le ranch. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bon, après, j'ai énormément diversifié. Là, j'ai plus d'une quinzaine de sources de revenus aujourd'hui. Là, on a parlé juste de l'IMO et peut-être vite fait du coaching, mais j'ai un restaurant aussi. Bon, je fais encore du e-commerce, mais d'une autre façon, j'ai créé des. Je sais pas si on les voit là. Enfin, j'ai pas les nouveaux, mais des agendas de productivité, des budgets planeurs, enfin, des choses comme ça. Je fais du coaching en one-one pour des influenceurs. Je fais des immersions aussi en présentiel. Enfin bref, j'ai plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'immobilier pour vivre. C'est juste que ça va payer le prêt du ranch, en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui va se passer. Après, il y aura des business sur le ranch aussi. On va créer une salle de séminaire, quitte à payer à chaque fois moi des salles de séminaire pour mes propres immersions, et ben du coup on va les faire à la maison. On va avoir des gîtes évidemment, des cabanes dans les arbres, des choses comme ça. On va avoir un coworking aussi. Je veux un coworking. En fait, tout ce que j'aime, bah, je vais le mettre chez moi parce qu'au bout d'un moment, tu vois. Ton ranch va devenir ta résidence principale. Tu veux habiter Oui, dans le ranch. oui, Ok. bien sûr. Ouais. Ok. Parce que là, tu as dit que quand j'enregistre, tu es dans un ranch, mais du coup, tu es dans le ranch de quelqu'un d'autre Ah ou... non, là, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis pas dans un ranch. Là, je suis plutôt dans une petite ferme qui est sur le Larzac, qui ne m'appartient pas du tout. Là, on est en location. Et les gens me demandent toujours, mais pourquoi t'achètes pas ta maison avec tout l'argent que tu gagnes et tout? Et je dis, ben non, mais moi, c'est pour le ranch. Enfin, si vous êtes formé dans l'immobilier, vous savez pourquoi je fais ça. Mais ouais, là, du coup, on est en location dans une maison au milieu de nulle part, dans une petite ferme. On est trop bien. Et du coup, bah, je reste en location pour toute ma capacité d'endettement qu'elle aille dans le ranch après. Et voilà. Bon, après ce ranch, on va faire aussi une marque de whisky, on va avoir des vaches, des chevaux, enfin, on va faire plein de choses, quoi. Ça va Ah, être c'est cool. génial! Ah, bah, j'aurais trop Ouais. envie d'aller faire un tour, de louer une cabane dans les arbres de ton ranch. Et bah, avec grand plaisir. Et ce ranch, tu l'as pas encore trouvé, du coup, tu as commencé les Pas du tout. recherches. Non, t'as pas Alors, encore fait de visite de ranch, des choses comme ça. non, non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai vraiment cette façon de fonctionner, de focaliser sur un seul truc à la fois, même si je fais 10 000 trucs. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai une quinzaine de sources de revenus, j'ai une équipe, je fais énormément de compétitions, je voyage tout le temps, etc. Et en fait, si tu veux avancer sur tous ces projets en même temps, en plus, là, je suis en train de créer d'autres trucs. Enfin bref, je spoile pas ici, mais je suis en train de créer plein d'autres choses en même temps.
quand tu gères aussi autant de monde et tout ça, c'est vraiment je pense, une qualité qu'il faut créer, si tu l'as pas, c'est de focaliser sur une chose à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je me mets à chercher des ranchs maintenant, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je vais me décrédibiliser auprès des agences qui voudront plus m'en montrer parce que je peux pas acheter tout de suite, enfin, je pourrais, en vrai, je pourrais. Mais je veux vraiment attendre mes 3 ans de bilan, etc. J'aurais pu le faire au bout de 2 ans de bilan parce qu'on a fait des chiffres aberrants. Mais je voulais attendre mes 3 ans pour être sûre à 100% qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on puisse me dire non à mon prêt pour le ranch. J'ai repris des études agricoles aussi en ligne en parallèle qui se terminent en janvier vis-à-vis de la SAFER, tu sais, voilà, que ce soit plus facile. Alors, la SAFER, faut expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est. Ok. Alors, la SAFER, pour simplifier, c'est un peu l'agence IMO de l'État qui, en gros, va dire dès qu'il y a un terrain agricole à vendre, eh ben, on le donne à tel ou tel agriculteur. Et évidemment, ils vont privilégier des agriculteurs et pas des promoteurs immobiliers, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, sachant que moi, de toute façon, je vais faire de l'agriculture dessus, donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre aussi tous les dessous du pilotage d'une entreprise agricole. Donc, c'est la raison pour laquelle je me forme aujourd'hui, même si, en fait, je saurais le faire, si tu veux, parce que avec tout ce que j'ai appris ces derniers temps sur la fiscalité, la compta, avec tous mes business, sur l'agricole aussi en étant aux US. Enfin, je sais faire 90% du taf, mais j'avais envie, c'était mon petit syndrome de l'imposteur à moi d'avoir besoin d'avoir mon diplôme aussi agricole, tu vois, là-dedans. Donc là, ça se finit en janvier. Donc en fait, à partir de février, comme on aura les 3 ans de bilan, et puis du coup, comment dire, la fin des études, enfin, je touche encore du bois, mais normalement, je vais les avoir. Ces études, là, je les valide tous les mois. Je fais des dossiers de 30 à 150 pages tous les mois, etc. Et ben là, je pourrais attaquer les recherches du ranch. Voilà. Tu dis souvent on, parce qu'en fait, ton partenaire, il est associé en fait à ton business parce que. Alors, non, pas du tout. Je dis Non. on parce que je parle de mon équipe. C'est vrai qu'on m'a fait la réflexion Ah, ok, plusieurs fois. ouais, En parce que fait, tu dis beaucoup on, alors du coup, je savais pas trop de qui tu parlais dans le on. ouais, en fait, je dis on parce qu'en fait, on est beaucoup. Ok. Enfin, on n'est pas beaucoup à bosser, mais j'ai une dizaine de personnes en tout, que ce soit en one shot ou que ce soit mes assistants, etc. Qui, pour moi, c'est vraiment un projet où ils vont participer de toute façon. Donc, Ok. tu vois, et évidemment, j'ai mon copain aussi avec qui je vais acheter le ranch. Mon copain, il n'est pas dans mes business, il est juste dans la SCI dont je t'ai parlé. Après, de temps en temps, il est très bon dans la vidéo. Donc, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, vous pourrez la voir sur la dernière Cougar Boss Immersion qui est absolument incroyable. Donc, il est bon en vidéo, donc de temps en temps, il va me faire de la vidéo, etc. Mais il n'est pas du tout dans mes business. Par contre, on va acheter le ranch ensemble. Ok, ça me paraît super clair. Super, super clair. Et du coup, le ranch, tu vas l'acheter juste comme ça en SCI à l'IS ou tu vas faire un. T'as déjà réfléchi au modèle fiscal? Ouais, on a déjà vu le notaire, là, on va voir le comptable, etc. Alors qu'on n'achète pas avant 6 mois, un an. Mais d'ailleurs, quand ils me voient arriver, les gens, ils me disent, vous savez qu'on n'a jamais personne qui fait ça un an avant. Je dis, ouais, mais moi, je m'en fiche, je veux tout anticiper. Donc, on est en train de voir pour tous les modèles de société, il y a plusieurs solutions parce qu'il va y avoir plusieurs sociétés sur le ranch, etc. Donc, je peux pas te donner les détails parce qu'en fait, on a plusieurs solutions Plusieurs là options. actuellement. Avec Ok. j'ai déjà une holding, mais on va sûrement en faire une autre, voire une deuxième. Enfin bon, bref. Ouais, tu vas devoir réfléchir à tout ça. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, en gros, tu auras, entre guillemets, le fonds de commerce Ouais, sur les murs. Alors, du coup, est-ce que des murs, tu les achètes c'est ça. Mais il y a la partie plein de choses à agricole, nous on va réfléchir. venir dessus. Il y a les produits agricoles, il y a les produits aussi de services, il y a voilà, les logements, il y a plein de choses qui vont être dessus. Ouais. Donc ça, pour l'instant, ouais, on est en train de décortiquer tout ça. Il y a plein de solutions. Donc j'ai hâte. Trop bien. Ouais, ouais, bah super. Bah, en tout cas, franchement, c'est vraiment inspirant tout ce que tu nous as partagé là. Je sais pas si au niveau de l'immobilier, on a fait le tour et on n'a rien raté, mais je pense que c'est pas mal. Bah, si tu as des questions sur les mots, je peux te raconter toutes les galères, comment je délègue pour pas du tout bosser quasiment dedans. Enfin voilà, tu vois. Si tu as d'autres questions, vas-y, n'hésite pas. Ouais, mais j'ai l'impression que tu as le mindset en fait de la personne qui s'est déléguée, quoi. Parce que visiblement, Ouais, pour le business, ouais. tu as autant de Ah ouais. personnes, Ah, mais je tu suis vois. obligée. Je suis obligée. En fait, si tu délègues pas aujourd'hui, c'est OK de pas déléguer au début quand tu as, par exemple, un ou deux apparts à gérer. Franchement, ça passe, tu vois. Enfin, si t'as pas des locataires trop pénibles et tout, c'est OK. Mais en fait, c'est pas possible, en tout cas dans mon cas. Enfin, moi, je suis pas capable de gérer tout ce que je gère aujourd'hui, tous les business, toutes les sociétés que j'ai, etc., tout l'immobilier. Puis j'ai des chevaux aussi. Enfin, ouais, bref, tout ça. Je suis pas capable de le gérer si je délègue pas, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas faisable. Là, au moment où je te parle, tu vois, tu as mon assistante qui est en train d'organiser un événement là qui arrive bientôt, une immersion que je ferai pour mon académie. Tu as ma femme de ménage qui est en train de passer sur un des apparts, l'autre femme de ménage qui est en train de passer sur l'autre appart. Tu as mon monteur vidéo qui est en train de monter des réels là, qui vont sortir bientôt. Tu as la copywriter qui est en train d'écrire des mails. Là, au moment où je te parle, là, maintenant, il est quelle heure? Midi 12, tu vois. Il y a du monde qui est en train de bosser sur tous ces trucs-là. Et en fait, sans eux, je peux pas. C'est pas possible, quoi. Donc, la délégation, c'est la base. C'est vraiment la base. Ouais, bah moi, c'est un sujet de travail de mon côté. Je délègue notamment les interviews de podcast, leur montage.
Ça, Pour c'est la base. Ouais. l'instant, voilà, j'en suis à là. Tu vois, c'est ma Mm. première partie de délégation. Mais après, on est deux dans le business. Du coup, on a déjà deux forces de travail. Mais voilà, on est avec Cyril, du coup. Mais ouais, on a Mm. encore du chemin à faire là-dessus. Non, mais c'est trop bien déjà. En fait, il faut juste rester dans ta zone de génie. Tu vois, juste, je sais pas si tu connais le principe de zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence et zone, moi j'appelle zone de médiocrité, celle qui est en Ouais. bas. Et en fait, aujourd'hui, moi je dis de le faire à mes élèves et je t'invite à le faire aussi. Et peut-être que tu te rendras compte qu'il y a plein de trucs que finalement tu fais et qui te servent pas forcément. De marquer tout ce que tu fais dans ton agenda et enfin de prendre ton agenda et de dire ok bon bah ça c'est ma zone de génie. Par exemple je fais un coaching tout à l'heure one one. Bah, je sais que moi c'est le coaching et la création de contenu, c'est mes zones de génie. Voilà, c'est vraiment les trucs dans lesquels je suis douée, qui me donnent de l'énergie, qui me font kiffer, que je pourrais faire toute la journée et qui me font gagner plein d'argent. Donc je fais ça. Et après, tout le reste, c'est délégué. C'est-à-dire la compta, par exemple, c'est ma zone de médiocrité, c'est mon assistante. Ou le montage de vidéo, bah, c'est une zone de compétences que j'ai. Je suis capable totalement de faire du montage vidéo, etc. Par contre, mon assistant, il est 10 fois meilleur que moi. Tu vois. Donc, du coup, il y a quand même plein de choses. Je vous invite vraiment à faire ça, zone d'excellence, enfin, zone de génie, zone d'excellence, zone de compétences et zone de médiocrité. Et vraiment de vous demander tout ce qu'il y a dans votre agenda. S'il y a des choses qui sont dans la zone de médiocrité et qui sont censées vous rapporter de l'argent, il faut les mettre ailleurs, quoi. Il faut les donner à quelqu'un. Ça, c'est clair. Bah, la petite nouveauté, là, comme ça les gens ils savent, c'est que je traque mon temps depuis 1 mois et demi, là. Ah, ça, c'est top. Je me suis Trop dit, bien. c'est le point de départ. Déjà, je vais Mm, traquer mon temps, comme ça, je vais voir où il passe. Et puis, tout doucement, je vais commencer à éliminer des tâches au fur et à mesure. Je me suis dit, je commence par ça. Je fais au fur et à mesure. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il faut faire au début. Mais je traque tout, hein. Moi, je traque mes 24 heures, hein. J'ai l'impression que le logiciel, il n'a pas prévu que les gens traquent 24 heures. Moi, je traque mes 24 heures pour savoir exactement. Parce qu'en fait, je me dis, on suit l'argent, mais on ne suit pas notre temps, tu vois. Tu sais, on fait nos comptes à la fin du mois sur son argent, mais on fait jamais les comptes de où est passé mon temps, tu vois. Et je trouve que C'est mine de rien, clair. c'est encore plus important, quoi. Et puis, il y a tout ce qui est traqué aussi, enfin, ton niveau de bonheur, en fait, souvent, parce qu'on traque les thunes, on traque le temps, mais on oublie l'épanouissement, tu vois. On se dit, moi, aujourd'hui, en fait, dans mes priorités sur mon agenda, tu as mes chevaux qui passent, tu as mes compétitions, tu as ma famille, mes potes, etc. Et ensuite, il y a le business, c'est-à-dire que ensuite, dans les trous qui restent, je vais mettre mes coachings, ma création de contenu. Et s'il y a d'autres choses qui rentrent pas, c'est délégué, en fait. Ça ne rentre pas, c'est juste que ça n'empiète plus sur la vie perso. Alors, évidemment, avant, c'était l'inverse, c'était la vie perso en dernier, la santé en dernier, les amis en dernier, tout ça. Et en priorité, du coup, le business, la formation, etc. Je mangeais que ça, quoi. Et donc, c'est 2-3 ans de sacrifice pour une vie de liberté, j'aime bien dire ça. Et ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon, bah merci Léa en tout cas. Je trouve que t'as fait un partage ultra inspirant et t'as montré, mais t'as une force de caractère de dingue. Moi, je sais pas comment je fais, mais je trouve des invités toujours incroyables. Donc, je suis super contente. Je suis Ouais, tant super mieux. contente. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé, que vous avez vu que, en fait, voilà, hein, faut se bouger les fesses, comme dirait Léa. Et est-ce que si les personnes t'ont apprécié, ils aimeraient suivre ton travail, tes coachings, ton ranch, ton évolution, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? C'est quoi les plateformes où tu es le plus présente et où tu donnes le plus de valeur? Alors là où je suis le plus, c'est Instagram et YouTube. Là, on a démarré un peu la chaîne YouTube aussi. Il y a quand même déjà du monde dessus. Mais sur Instagram, c'est Travel Cowgirl. Donc, comme un cowboy, mais sauf que c'est cowgirl, d'accord? C'est pas call girl comme certaines personnes croient. Pas du tout. Je suis pas dans ce délire-là. Si j'y avais pensé à l'époque, j'aurais probablement pas choisi ce nom-là d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, c'est Travel Cowgirl sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On est aussi maintenant sur Telegram, etc. Mais bon, le principal, là où vous allez voir toutes les stories, etc., parce que je partage vraiment très clairement tout ce que je fais, c'est Insta, quoi. Ok, bah du coup, je mettrai le lien dans la description de tout ce que tu m'as dit. Là, tu m'enverras ou tu demanderas à ton assistante de m'envoyer les liens que tu as envie de voir dans la description de l'épisode pour que les Ok. gens puissent aller voir. Et évidemment, il faut que vous veniez au sommet de l'investissement parce que Léa va faire aussi une conférence sur le sujet du mindset, il me semble. Mhm, Je ne sais pas mhm. si elle a un titre, cette conférence, ou pas encore. Pas encore, je n'ai pas Pas encore encore. décidé, mais ça va venir. En tout Voilà. cas, là, j'ai été très calme et très douce, mais ça va pas se passer comme ça dans la conférence. Juste pour information, j'ai tendance à être très très cash avec mes élèves de manière générale et avec mes abonnés aussi, mais voilà, c'est pour votre bien. Ok, trop bien. Bah, du coup, venez au sommet de l'investissement de Katia Finance. Le lien est également dans la description d'ailleurs, hein, si jamais vous voulez vous inscrire. Bah, merci beaucoup Léa, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast. Et puis j'espère à une prochaine. Et ben, merci beaucoup Dorine, c'était avec grand grand plaisir et merci parce que tu as posé des questions pertinentes et pas ennuyantes comme parfois on me pose dans les interviews ou dans les podcasts. Donc merci beaucoup pour ça, c'était cool. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Salut, salut. Ciao, ciao.